L'intelligence artificielle révolutionne l'hôpital. Telle est la question que nous poserons donc aux intervenants de cette très belle table ronde. Parce que plus qu'une évolution, on parle vraiment de révolution avec l'intelligence artificielle. Le CHU de Montpellier est particulièrement en pointe sur le sujet, mais nous devons également étudier la manière dont cette IA va aussi irriguer les 135 groupements hospitaliers de territoire de notre pays. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons le grand plaisir donc de retrouver le professeur Vincent Boune, donc anesthésiste réanimateur, chef de service du SAMU 31, vice-président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée en charge de la santé. Donc également Anne Ferrer, que nous avons le grand plaisir d'accueillir sous vos applaudissements, et donc qui dirige le très beau CHU de Montpellier. Bonjour madame. Mickaël Delafosse, que nous retrouvons également, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Et les échanges vont être animés par Étienne Gernel, donc le directeur du Point. Et donc qui va tout nous dire sur la révolution de l'intelligence artificielle à l'hôpital. Clairement, moi je vais rien vous dire, eux vont vous dire, parce que le principe du journaliste c'est de ne rien savoir et le principe des invités c'est de tout savoir. Donc c'est organisé comme ça, et je voudrais qu'on commence par un point d'actu, parce qu'il y a une nouvelle, et Anne Ferrer, je vais commencer par vous. Le CHU de Montpellier obtient l'autorisation de la CNIL pour le IDOL, entrepôt de données de santé. Alors, ça paraît vachement technique comme sujet, ça, mais en réalité, c'est un point de passage technologique majeur, et là, on parle de santé, de tech, de santé, de science. Et Anne, expliquez-nous pourquoi c'est une révolution cette histoire. Pourquoi c'est important? Alors IDOL, c'est l'une des bases fondamentales pour pouvoir commencer à faire de l'intelligence artificielle. C'est pouvoir agréger l'ensemble des données des patients qui viennent se faire soigner à l'hôpital ou des patients qui acceptent de rentrer dans des protocoles de recherche clinique. Toutes leurs données sont colligées depuis des années au sein du CHU. Et IDOL, c'est notre entrepôt de données de santé. Imaginez des tonnes de petits containers virtuels au sein desquels vos données figurent. Je dirais que ce qui est important, c'est pas d'avoir un entrepôt de données de santé, c'est qu'il soit autorisé par la CNIL. Parce que ça signifie un contrat de confiance avec nos patients. Les données qui sont les vôtres sont dans notre hôpital, dans notre entrepôt de données de santé, pour des usages qui sont strictement entendus au bénéfice des patients, au bénéfice de la recherche. Et donc cet entrepôt de données de santé, c'est la première brique indispensable pour après faire de l'intelligence artificielle. Et donc avec des garanties de sécurité pour les données qui sont des libertés publiques en réalité. Parce que j'ai appris qu'il y avait eu un hôpital en Chine qui est 100% IA, mais je ne suis pas complètement certain que tout soit tout à fait conforme du point de vue des droits de l'homme. Alors, on ne partage pas les mêmes standards avec la Chine. Je ne suis même pas certaine qu'il y ait des standards équivalents en Chine. Aujourd'hui, la réglementation est draconienne, et tant mieux, parce que ça préserve nos libertés. On consent à donner ces données. On peut dire, je ne souhaite pas que mes données restent une fois que j'aurai été prise en charge. Et ça, on le permet, on y est très vigilant. On consent à ce que ces données puissent servir à faire de la recherche ou du soin. Donc là encore, on respecte la volonté du patient et ensuite on s'assure que ces données sont dans un espace ultra sécurisé qui les préserve et on fait en sorte après d'en faire le meilleur usage. Donc à chaque fois qu'on ira chercher des données pour essayer de faire un protocole de recherche clinique, pour trouver des causalités, eh bien systématiquement, on fera passer le protocole, l'étude de recherche devant un comité social et éthique qui va lui interroger sociétalement est-ce que c'est nécessaire, éthiquement est-ce que c'est conforme, justement pour qu'on ne manie pas ces données autrement qu'avec la plus grande des prudences. Parce que l'IA dans cette affaire, c'est un enjeu de recherche, donc. Et de soins. De recherche et de soins. Les deux. On va revenir dans un instant pratiquement en quoi ça consiste, mais Mickaël Delafosse, moi j'ai une question qui est très simple. Pour une collectivité territoriale, pour la puissance publique d'une manière globale, qu'est-ce que ça veut dire investir dans l'IA? On a l'habitude de la puissance publique qui a investi dans des infrastructures, parce que c'est l'investissement de long terme. Et donc souvent c'est mieux fait, ou en tout cas c'est plus pratique de faire ça par la puissance publique plutôt que par le privé. Mais en matière de savoir et d'IA,
en quoi ça vous concerne, vous les collectivités. Alors, il y a la métropole, la mairie, mais pourquoi c'est un enjeu important? L'IA, le jour où c'est apparu, où ChatGPT a été présenté, on a pris mondialement la mesure de ce que pouvait être potentiellement cette révolution technologique. Nous, on a fait quelque chose qui s'appelle un pas de côté. On a tenu à Montpellier la première convention citoyenne sur l'IA. On s'est dit, il faut quand même qu'on se questionne, qu'on embarque. Donc on a fait une convention citoyenne sur le modèle, tirage au sort, on a fait travailler une centaine de personnes et on a fait introduire et suivre les travaux par un grand chercheur, vraiment, qui est Cédric Villani, médaille Fields de mathématiques. Et on a commencé d'abord par essayer de se poser du point de vue des citoyens. Et la réponse de Madame la directrice du CHU, Anne Ferrer, sur les données de santé, nous sommes garants de vos libertés, très importante. Parce qu'il y a toujours un risque de technophilie. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc, on a mené ce travail d'une convention citoyenne et voilà, on nous a posé les enjeux. Mettre l'IA donc dans le débat démocratique. Et donc, mettre l'IA dans le débat démocratique, c'est ensuite pouvoir se tourner vers les citoyens et citoyennes et leur dire, ben voilà, nous, nos chercheurs qui ont des projets autour de l'IA, voilà, il y a une légitimité à les aider. Mais donc, d'où les crédits qu'il faut mettre. Mais il y a aussi un enjeu de former des gens qui vont être capables de manier, de comprendre l'IA et de développer des algorithmes. Parce que si ce n'est pas ici, ce sera ailleurs. Donc là aussi, un enjeu. C'est donc être capable d'avoir le dialogue, et il a lieu sur le territoire, on le disait en aparté, avec les organismes de recherche et surtout la formation dans l'enseignement supérieur et même dans l'enseignement secondaire, pour dire, mais là, on a des boîtes là qui sont en train de s'approprier l'IA, on a le projet au CHU, et donc il va falloir préparer ceux et celles qui seront qualifiés pour les accompagner. Et là, que peut une collectivité pour répondre à la question? Elle peut faire deux choses. Elle peut s'en désintéresser complètement et en disant le monde académique. Ou elle peut essayer de prendre, on est à l'opéra, son rôle de chef d'orchestre, un peu prétentieux, plutôt d'agenceur et de faire parler pour que l'écosystème soit le plus dynamique là-dessus. Et donc, à Polytech, qui forme nos ingénieurs, on fait dialoguer avec les organismes de recherche, on dit que c'est là que ça se joue, on dit à Polytech, venez parler dans les collèges, venez parler dans les lycées pour sensibiliser à l'IA. Mais avant de faire tout ça, on a voulu collectivement s'interroger et le travail, on tient à disposition le document de la Convention citoyenne, est absolument remarquable parce qu'il permet de saisir les enjeux, opportunités et aussi les points de vigilance. Alors j'ai une question en fait pour vous deux, vous les politiques ou plutôt les exécutifs, parce qu'en fait le sujet c'est que la politique, il y a deux parties, il y a celle qui consiste à faire campagne et celle qui consiste à diriger. Et justement le rapport Draghi, Mario Draghi, qui est probablement le type le plus intéressant en Europe aujourd'hui sur les politiques européennes, l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne, le type qui a sauvé l'euro quand même en 2011 et qui a fait un rapport incroyable qui a été publié il y a quelques semaines et qui dit la chose souvent et qui prône un investissement de 800 milliards de public, de 800 milliards de plus par an, ce qui est quand même beaucoup d'argent à l'échelle de l'Europe. Mais par an, 800 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Et dans quoi il veut mettre cet argent? Ce qui est fascinant, c'est quand on lit les trucs, c'est la compétence, la formation, et notamment sur le sujet de l'IA, en disant mais on est en train de se faire bouffer par les Américains d'un côté et par les Chinois de l'autre. Si l'Europe veut avoir une existence dans le futur, il faut mettre cet argent-là. Alors son plan, qui consiste en gros à refaire un plan d'investissement avec de l'endettement partagé en Europe, il ne va pas voir le jour, tout simplement parce qu'il y a plein qui n'en veulent pas. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour se dire comment est-ce qu'on résiste dans cette matière-là? Et c'est intéressant d'avoir votre avis par rapport aux hôpitaux américains ou par rapport au monde de la santé aux États-Unis ou en Chine. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour rester compétitifs dans ce domaine qui est manifestement le domaine le plus stratégique au monde aujourd'hui? Oula. Ça, c'est de la question, hein. C'est de la belle question. Peut-être commencer par un petit témoignage, parce que pour le coup, c'est assez abstrait, finalement, l'IA en santé.
Qu'est-ce que c'est ? Si je vous permettez de prendre Ouais, tout bien petit sûr. peu mon cerveau droit et donner 2-3 exemples. Premièrement, il faut bien que tout le monde soit conscient du fait que les hôpitaux dépendent à 100% des systèmes d'information. Il n'y a plus de papier dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont entièrement numérisés. Et quand un serveur d'un hôpital tombe, en particulier sur de la cybercriminalité, c'est une catastrophe. Et je pense que Anne, c'est une de ses préoccupations majeures, j'en suis sûr. Un hôpital peut tout à fait tomber par des actes de malveillance. Et vous n'avez pas idée d'à quel point ça paralyse les soins de ne pas avoir d'informatique. C'est-à-dire qu'on est entièrement dépendant de ça, parce que ça veut dire que vous n'avez pas de radiologie, vous n'avez pas de biologie. Vous voyez, vous ne pouvez pas programmer les blocs, vos dossiers patients ne sont plus accessibles, etc. Donc c'est extrêmement important, on est dépendant de ça. À titre personnel, il y a 2-3 exemples d'IA qui fonctionnent actuellement. Par exemple, l'aide à l'interprétation des radiologies. Vous savez qu'on n'a pas assez de radiologues, malheureusement, en France, et que la plupart du temps, les radiologies, en tout cas dans certains hôpitaux, ne peuvent plus être interprétées par les radiologues. Actuellement, donc, c'est les urgentistes, la nuit en particulier, quand il fait beau et qu'on est devant des néons, et on regarde les radiologies, et c'est à nous d'interpréter. Et vous savez qu'on peut avoir des erreurs. On s'est aperçu que l'IA, en fait, pouvait nous souligner les endroits où il pensait qu'il y avait des fractures, par exemple, et donc diminuer ce risque d'erreur. C'est ça concrètement ce que ça fait, en fait. L'IA nous dit, là, je pense que là, c'est une fracture. Et des fois, c'est facile, alors s'il fait comme ça. Voilà, c'est facile. Mais il y a des fois, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez, donc ça, c'est des cas concrets, en fait, qui sont déjà là, et c'est plus une évolution qu'une révolution, mais quand on commence à voir ça, et on commence à avoir une aide aussi pertinente, on se dit mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Et c'est ça finalement l'enjeu de demain, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette IA, voilà. Et après un exemple complètement un contre-exemple, cette nuit je hurlais contre un serveur vocal parce que je voulais le psychiatre de garde d'un hôpital, et avec mon accent un peu visiblement pas forcément compréhensible de tout le monde, j'étais psychiatrie, et donc j'ai jamais réussi à avoir ce psychiatre, le patient finit aux urgences, voilà, bon, peu importe. Voilà, donc ça c'est quand même important et c'est assez concret. Les IA ont des accents ? Probablement, oui, c'était une voie très, très dématérialisée, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Moi, je vous dis, je suis d'accord, il y a aussi une question de souveraineté. La région Occitanie, elle va investir, là, sur le plan quinquennal, 70 millions d'euros dans la santé, le numérique en particulier, et le numérique en santé en particulier, sur 3 volets. Un volet académique de recherche, un volet industriel où on va aider des start-up, par exemple, à monter des outils innovants, des outils numériques, etc. Et puis, un volet pour les usages, et ça, c'est le plan santé numérique que je pilote avec, pour l'instant, 11 projets qui sont en cours d'instruction sur des gros projets, bien sûr, sur des groupements d'hôpitaux, des groupements hospitaliers, etc. Donc ça, c'est des usages qui vont être utilisés en particulier pour sécuriser, pour innover ou pour améliorer la santé. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Après, je vous rejoins tout à fait, c'est extrêmement faible par rapport au montant qui devrait être débloqué, mais je suis d'accord avec toi, il faudrait probablement un grand plan européen autour de ça. Les montants et les leviers qu'on peut lever, que ce soit finalement la métropole ou la région ou l'hôpital, ne sont pas suffisants pour lutter contre l'expertise américaine ou chinoise. C'est mieux que rien du tout, non ? C'est beaucoup mieux que rien du tout. Ah. Effectivement, on fait des belles choses. Non, on fait des belles choses, attention. Mais par rapport aux mastodontes, etc., si je prends par exemple le système de téléphonie des SAMU qui s'appelle SISAMU, qui est un système national, il va basculer en 2027, je crois, dans le cloud d'une grande entreprise américaine, parce que le prestataire qui le fait, nous n'avons pas l'expertise en France, et donc on va se retrouver avec des données de santé hébergées dans un cloud où je ne sais pas où il est. Vous imaginez les mois, vous voyez ce que ça veut dire en gros, parce qu'il y a d'une part le fait il faut communiquer les données, être très communicant entre tous les services et les prestataires, et en même temps avoir cet impératif absolu de secret médical. Donc c'est toute la dichotomie, c'est je pense l'équilibre que jouent les services d'Anne quotidiennement, je crois. Mickaël, vous voulez réagir ? Juste sur le rapport Draghi, je vais être très clair, il a raison en tout point. Les Chinois, ils forment 600 000 ingénieurs par an. Nous en formons, nous la France, pays qui avons inventé le titre d'ingénieur, qui avons d'excellentes écoles, nous en formons 37 000. Idée pour une campagne présidentielle à défendre en 2027, mais elle ne sera pas défendue. Multiplier par 5 le nombre d'ingénieurs. Aujourd'hui, le pays s'affaiblit, parce que l'IA, ça va être quelque chose de porté par les ingénieurs. Tout comme les enjeux de la transition écologique. On voit bien les débats, Vincent, à Toulouse sur l'avion vert. Mais un politique peut-il défendre cette idée ? Non, parce que c'est très ingrat. Parce que le jour où vous obtenez la loi de finances de multiplier par 5 le nombre de formations en ingénieurs, le résultat, c'est pour l'élection présidentielle de potentiellement votre successeur. C'est une idée du temps long. Et c'est pour ça qu'il faut que le rapport Draghi,
il soit davantage partagé, communiqué. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, son plus gros danger, c'est sa perte de matière grise. Elle doit élever son niveau de qualification pour accroître sa productivité. C'est un enjeu majeur. Et donc, il y a des filières qui contribuent à la productivité. Et le titre d'ingénieur est excellent de ce point de vue-là. Et ce vivier sera celui, parce que les formations, comme j'ai essayé de l'exposer précédemment, sont en train de former à l'IA. Mais si demain, on n'a que 2000 ingénieurs qui maîtrisent ça, et que les Chinois, c'est 40 000, et je peux prendre les États-Unis, eh bien, on sera déclassé. L'Inde, elle fait la même chose. Alors, attention, la formation d'un ingénieur chinois n'est pas encore au standard d'un ingénieur français, parce que la France a un excellent appareil de formation. Mais là, il y a une vigilance. Et là, c'est de la dette utile. C'est de la dette utile. Parce que quand vous avez formé votre ingénieur, c'est pour ça que je me suis autorisé à prendre la balle d'âne, à un moment donné, après, il arrive et il travaille. Et c'est comme les médecins. Aujourd'hui, on en manque. Et donc, les hôpitaux, il faut qu'ils soient attractifs, il faut qu'ils soient dynamiques parce qu'on est en tension. Et donc, l'autre choix, là, il y a un effort qui a été fait de doubler le nombre de médecins formés. Et il faut, là encore, dire que nous devons financer le doublement du nombre de médecins formés. Hier, on était ensemble et le président de la commission d'établissement d'Albi, on était à la FHF, il disait on aura retrouvé une situation normale du point de vue médical qu'en 2050, malgré les efforts que nous avons faits. Et si nous formons plus de médecins, on améliore l'offre de soins, mais aussi on a des praticiens qui vont s'engager dans l'innovation parce que les modèles type CHU de Montpellier se tournent vers l'innovation et donnent aux professionnels de santé. Donc moi, j'ai envie de dire application immédiate du rapport Draghi. Je le dis, les dirigeants européens devraient se réunir et se dire nous devons être le premier continent producteur de sciences, donc d'ingénieurs, donc de médecins. Et quand vous faites ça, vous permettez à d'autres d'accéder à des métiers qualifiés. Vous savez, dans Parcoursup, ça bloque. Et bien là, vous libérez un peu la manne. Et accessoirement, ça fait bouger votre ascenseur social au lieu de, plus de travailler les enjeux de formation sur l'intelligence artificielle. Oui, ça a bien marché pour... C'est bon, hein. Il a raison. C'est très bon, il est très bon. Ça a bien marché pour l'enseignement supérieur. Si Le Point pouvait faire un papier en disant que c'est une connerie une bêtise de lâcher l'éducation et la santé, qu'on ferait mieux d'investir dedans, ce serait peut-être pas mal, parce que ça a l'air de bien marcher. Non, mais nous, on peut écrire connerie. Hein. C'est un peu le style de la maison, parfois. Oui, non, mais absolument. Alors, justement, passons à l'application concrète. Comment ça marche? L'IA, Anne Ferret, parce qu'en fait, le CHU de Montpellier, en plus, est leader en France sur ce sujet-là. Ça sert à quoi et comment on fait que tout le monde comprenne en quoi ce truc très mystérieux et excitant qu'est l'intelligence artificielle trouve une application concrète dans un CHU? Recherche et soins. Alors, je vais essayer de relever le défi de l'IA à l'hôpital simple. Commencez en disant, ici vous êtes à Montpellier, ici c'est Med-Vallée. On ne fait pas de l'IA tout seul. Vous prenez un CHU qui est riche de toutes ces données, qui est riche de tous ces professionnels. On ne fait pas de l'IA sans experts. Donc, dans toutes nos disciplines, petit à petit, on doit commencer à avoir des médecins augmentés, des soignants augmentés, des directeurs augmentés. On a les datas, parce qu'on ne fait pas d'IA sans data, on sécurise les datas, et on a nos partenaires. Premier partenaire, le CINES. On a la chance d'avoir un super calculateur, il y en a 3 en France, 2 à Paris, 1 à Montpellier. Donc à Montpellier, on est forcément leader parce qu'on a le CINES. Deuxièmement, on a une université remarquable. Le CINES, c'est le nom du modèle ou c'est le nom de l'entreprise? Le CINES, c'est une université. On va dire c'est un représentant universitaire. Donc c'est un académique comme nous qui a comme rôle d'utiliser ce maxi-calculateur pour calculer des tonnes et des tonnes, des millions de données. Donc vous mettez des données, vous posez des questions, vous entraînez vos données. Comme on dit, c'est ça? Là, pour le moment, on est à 110 pétaflops. Et l'enjeu, c'est d'arriver à 300 pétaflops. Et on s'y emploie en appui du CINES, qui est vraiment un partenaire incontournable et remarquable. Ensuite, on a notre université. Notre université, elle a développé ESN by UM. Ce que disait Monsieur le maire, nous avons besoin de professionnels formés, des gens qui savent écrire des scripts, des gens qui savent architecturer les données, des gens qui savent utiliser et sécuriser ces données. Il y a plein de nouveaux métiers
l'Université de Montpellier a des chercheurs, l'Université de Montpellier forme à ces nouveaux métiers. On est toujours à Montpellier, on a les halles de l'IA. Parce que l'enjeu de l'IA, c'est d'expliquer ce que l'on fait très régulièrement. Avec les halles de l'IA, on partage avec la société pour que ce ne soit pas répulsif et qu'on comprenne. Donc ça, c'est Montpellier. Après, je fais le focus sur mon hôpital. On a les données, on a les patients, on a les professionnels. Ce qu'il nous faut, c'est des cas d'usage où on puisse prouver que l'usage de ces données va nous permettre de soigner mieux, de faire mieux de la recherche. Un exemple, on a des gros protocoles nationaux de recherche. Aujourd'hui, soit on demande aux médecins d'aller inclure, c'est-à-dire dire ce patient, il correspond à tous les critères pour qu'on puisse derrière tester un nouveau médicament, tester... Bien là, maintenant, on le fait avec un deuxième rang qui va être de dire interrogeons dans notre data lake, le fameux IDOL, entrepôt de données de santé, interrogeons pour essayer de trouver les critères et après, toujours la même logique, il nous faut un médecin qui vienne et qui compare. Et là, on dit qu'on entraîne les données, c'est-à-dire qu'on apprend à être de plus en plus pertinentes nos systèmes et finalement à commencer à avoir poindre une part d'intelligence artificielle. Deuxième grand type d'exemple, c'est l'utilisation des LLM, ces nouveaux langages. Quand vous avez une consultation, votre médecin va prendre quelques notes très rapides, il va les enregistrer et puis après il va les donner à la machine. Et là, derrière, on va utiliser des prompts, c'est-à-dire qu'on va donner des consignes à la machine à partir de ces éléments que le médecin aura rentrés. Et progressivement, on va sortir un compte-rendu. Ce compte-rendu, on pourra l'adapter. Le médecin le relira, mais ça lui aura fait gagner énormément de temps. Donc du temps qu'il utilisera auprès des patients, du temps qu'il utilisera pour faire de la recherche. Et c'est en ce sens que progressivement on devient un hôpital augmenté. Troisième élément, nous avons aussi besoin, nous, directeurs, équipes de direction, l'ensemble des fonctions support, d'être plus modestes et en même temps au service du soin. Donc d'essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour traduire tous nos usages et finalement être encore plus à l'écoute de nos professionnels. Donc l'intelligence artificielle à l'hôpital, c'est notre nouvelle frontière. C'est une nouvelle frontière qui sert en particulier à rechercher, parce que vous avez parlé de corrélation, de causalité, c'est d'essayer de comprendre des choses qu'à l'œil nu, on n'avait pas forcément vues en allant demander à la machine de rechercher des corrélations entre des phénomènes. Absolument. Si aujourd'hui on travaille les datas sur la génomique, quand on a un panel complet, un exome, vous avez tellement d'informations que l'œil humain n'y suffit pas. Et progressivement, en entraînant l'intelligence artificielle, en entraînant nos modèles, avec une puissance de calcul importante et aussi la frugalité qui va avec, parce qu'il faut relever le défi de l'IA frugale. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut entraîner des modèles algorithmiques, eh bien, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, il faut faire attention aux modalités dans lesquelles on développe notre modèle d'intelligence artificielle, nos modèles d'intelligence artificielle. Donc, tous ces éléments-là requièrent une compréhension partagée et de ne pas doublonner, parce qu'on n'en aura pas les moyens. Donc, ici, localement, on a aussi des entreprises. Dell a fait un partenariat avec le CHU. Aujourd'hui, ils nous mettent à disposition un cluster de calcul, donc on commence à s'entraîner, à entraîner nos données de manière souveraine, de manière supervisée au sein de notre espace propre CHU. Et ce type de partenariat est très porteur parce que ça nous permet de pouvoir, sans investissement, engager ce qui est utile et indispensable pour se développer. Donc il y a un sujet énergétique derrière ce genre de choses. Massif. Ça relève des politiques publiques, ça. C'est un gros sujet. Ça, c'est le sujet méconnu. Et que Madame la directrice du CHU en parle, c'est bien. Ça fait... on ne peut pas refaire les mêmes bêtises que le passé. Voilà, il faut réduire nos émissions de CO2. Et aujourd'hui, l'IA, on appelle ça les data centers, ça prend beaucoup d'énergie. Et si on n'y prend pas garde, on va faire la même découverte que pour le textile en se rendant compte qu'il est extrêmement émetteur de CO2. Et donc là, il y a des enjeux de sobriété. Et le fameux CINES dont nous parlons, peut-être qu'on ira faire un tour, cher Étienne, il a décidé, il est extrêmement vertueux. En tout cas, c'est un modèle de référence sur sa consommation d'énergie. Et nous avons convenu de le raccorder au réseau de chaleur. Donc, on va capter sa production d'énergie pour alimenter
précisément le CHU de Montpellier, un certain nombre d'établissements. La question de la frugalité du numérique, c'est un enjeu. Il faut le penser maintenant, et y compris parce que si nous l'anticipons, là, on aura aussi une longueur d'avance. Parce que ça, les Américains, les Chinois, ils l'identifient moins bien comme enjeu. Et comme dans les financements des banques, etc., par les banques, d'un certain nombre d'entreprises, on est attentif à ça. C'est les nouvelles réglementations issues des accords de la COP. On peut là avoir un atout-maître. Donc ça, vous voyez, par exemple, dans notre convention citoyenne, ça a été premier chapitre, énoncé là par la directrice du CHU. Nous, la métropole, on connecte au réseau de chaleur. Et ça, c'est aussi un marqueur d'identité. Au-delà d'être un enjeu indispensable pour la planète, on ne peut pas faire des efforts pour décarboner partout et là redevenir fortement émetteur de CO2. Donc ça... Alors complètement d'accord, effectivement. Pour le coup, je me suis aperçu qu'on avait fait un petit clin d'œil à la région. On a lancé 2 grands plans pour les hôpitaux. Vous savez qu'on est hors compétence, mais qu'on a envie, avec Carole Delga et la majorité, d'aider les hôpitaux publics en particulier. Le premier grand plan, c'est la santé numérique. On s'en fiche des trucs de compétences quand il faut faire les trucs. Exactement, moi je suis d'accord. Là, pour le coup, vraiment complètement. Quand faut y aller, comme dirait l'autre. Oui, surtout, alors, j'adore le système de santé. C'est quelque chose que je trouve passionnant. Et puis, je vis santé, je mange santé, je dors pas santé du coup parce que j'ai passé la nuit, voilà. Et puis, j'adore l'hôpital public et qui est vraiment ma maison. Donc, premier grand plan santé numérique, deuxième grand plan hôpital vert et efficience énergétique des hôpitaux. Les hôpitaux doivent être, je crois à l'heure actuelle, et en tout cas, je sais que sous l'impulsion de Dan, c'est le cas à Montpellier, doivent être des modèles de vertu écologique et énergétique. C'est extrêmement important. On ne peut plus se permettre d'avoir des hôpitaux qui soient des passoires, on ne peut plus se permettre d'avoir des hôpitaux qui soient mal chauffés, j'entends, avec des énergies fossiles. Il faut travailler complètement, repenser l'hôpital pour en faire, à mon avis, un vrai modèle citoyen d'efficience énergétique, et en particulier dans sa consommation de données. Alors je voudrais qu'on revienne 2 minutes quand même aux applications pratiques, parce qu'on a une curiosité à propos de ça. Par exemple, si on prend l'exemple des urgences, que vous connaissez tous les deux à des titres différents, est-ce que, ou du SAMU par exemple, j'ai un souvenir ému moi de la visite du SAMU 31 avec Vincent, c'était passionnant. Pardon pour tous les autres, mais là pour le coup, effectivement, le SAMU 31, c'est le plus beau SAMU du monde. Pardon, là, mais désolé. Voilà. Je savais bien que j'arriverais. Toulousain dans la salle. Je savais bien que j'arriverais d'une manière ou d'une autre à provoquer un incident. Est-ce que ça sert, l'IA, comme aide à la décision ou à serrer les problèmes dans le cas des urgences ou d'un SAMU pour prendre des décisions? Est-ce que ça affine un peu la recherche? Est-ce que ça aide le travail des soignants? Alors, oui, presque. Pour le coup, nous, effectivement, on a lancé un projet pilote. Effectivement, Anne vous a dit, d'abord, la machine, elle n'a pas d'idée préconçue, il faut la nourrir de données. Il faut l'éduquer, entre guillemets, elle doit apprendre. C'est le premier point. Donc, c'est-à-dire qu'il faut lui donner des milliers de données, des millions de données. Et puis après, il faut lui dire, voilà ce qui s'est passé. Et au SAMU, on a la chance d'avoir des bandes enregistrées, qui sont les dossiers médicaux, c'est des dossiers audio. Au SAMU, ce pas des dossiers écrits. Et donc, on travaille actuellement à nourrir une IA, donc pour le coup, française et pas trop en dehors du pays, avec une start-up, justement. On essaie de travailler là-dessus pour lui apprendre, en fait, à analyser les centaines de milliers d'appels qu'on a tous les ans de patients qui parlent de manière différente, qui comprennent de manière différente. En théorie, quand vous avez le SAMU, vous avez quelqu'un qui vous appelle, vous posez des questions simples, il fait des réponses simples, c'est facile, j'ai mal à la poitrine là, et puis ça serre, et puis je fume, et puis etc. Et vous dites, bon, ben, c'est facile, c'est un infarctus. Ça, c'est la théorie, et comme dirait Einstein, la théorie, c'est qu'on comprend tout, mais que rien ne marche. En réalité, les patients, on est d'accord, ils sont angoissés, ils parlent pas bien français pour certains, ils ont mal, vous voyez, donc ils répondent pas aux questions. Et donc on a du mal finalement à comprendre parfois les gens, tout simplement parce que la communication c'est pas bien, et puis aussi on est des humains, et donc on est fatigué des fois, on loupe des informations, on a des a priori, etc., que la machine n'a pas. Et donc l'idée de nourrir cette machine derrière, c'est qu'elle nous fasse de l'aide décisionnelle, qu'elle puisse repérer les mots-clés,
et nous proposer des algorithmes en disant attention, est-ce que vous avez remarqué que votre patient il a dit ça et ça, et moi je pense que ça pourrait être ça parce que j'ai déjà eu X 1000 cas où c'était ça. Et donc vous après bien sûr vous faites ce que vous voulez, on est d'accord, on est dans une table comme ça, mais ce qui est montré actuellement, en tout cas dans les études qui sortent, c'est que l'IA a un pouvoir discriminant supérieur à celle de l'humain. Donc concrètement, c'est ça que nous on utilise, enfin on va utiliser l'IA parce que c'est en cours de je dirais de nourrissage, je sais pas comment on dit, voilà. Anne Ferrer. Alors, comme il y a un exemple assez probant de ce qui est en train d'être fait en matière médicale, moi je vais faire le pendant, ce que l'on est en train d'essayer de réfléchir de manière administrative. Aujourd'hui, nos médecins, on leur demande de soigner, et pas forcément de réfléchir à la cotation de ce qu'ils ont fait. Or, quand vous êtes aux urgences, selon votre âge, selon l'heure où vous venez, selon le type d'examen que vous avez des cotations très particulières qui deviennent extrêmement chronophages, et moi, c'est pas ça que j'attends de mes médecins. Qu'ils le fassent, bien sûr, parce que c'est ce qui permet de financer l'hôpital, mais qu'ils le fassent de façon hyper parcimonieuse. Donc, si on nourrit l'IA d'éléments issus des comptes rendus, à ce moment-là, on va gagner du temps. Comme ça, les médecins qui sont aux urgences vont pouvoir réellement faire leur travail. Et derrière, on entraînera, puisque chez nous, c'est 120 000 passages par an, les urgences. Donc les données massives, elles y sont. A contrario, ce sont des données simples. Quelle heure est-il? Ça, la bestiole saura le dire. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce sera facile de le retrouver. Donc finalement, de substituer du temps machine à la place du temps de médecin, tellement plus utile auprès du patient. Et nous, c'est le programme qu'on est en train d'essayer de développer. Donc Merci. là, c'est en cours, là, maintenant, au CHU de En ce Montpellier. moment, on y réfléchit, exactement, et on espère... on se donne rendez-vous régulièrement, Étienne. Donc la prochaine fois, Banco, on absolument. essaiera de voir si Donc c'est la bon. prochaine fois, et je serai là, je vais venir voir. Et je vais Merci, venir- merci beaucoup Merci madame, beaucoup, merci on peut les messieurs, on les applaudir. applaudit effectivement. Ah, il y a des questions de la Et salle. je propose que nous prenions une ou deux questions dans la salle, donc n'hésitez pas à lever la Il y a main. un J'en ai monsieur- une, il y a un monsieur voilà, devant. juste au deuxième rang, s'il vous plaît. Monsieur, le Alors, micro attendez. arrive tout de suite vers vous. Non, c'est bon, Ah bah, c'est Étienne. bon. Et est-ce qu'il y aura une deuxième question? N'hésitez pas. Monsieur, on vous écoute. Merci. Je vais essayer de prendre un cas pratique pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Rapide, s'il vous plaît. Imaginons quelqu'un qui a une maladie auto-immune. Il va venir chez vous, à l'INSERM. Je voudrais essayer de comprendre, il y a une centaine de maladies auto-immunes, si j'ai bien compris, la leçon de l'année dernière. Comment l'IA va l'aider, cette personne-là? Merci. C'est très concret. Alors ce monsieur qui a une maladie auto-immune, il y en a déjà plusieurs. Vous avez entendu ce qu'a dit tout à l'heure Vincent Boone, c'est-à-dire que vous devez avoir suffisamment de données oui-non, pour faire simple, qui vous permettent au bout d'un moment d'entraîner la machine à trouver les bonnes solutions, les bonnes corrélations. Donc vous êtes obligé de resserrer un petit peu le prisme d'analyse. Mais bien évidemment qu'au sein de l'IHU Immune for Cure, on a toute une série, ce qu'on appelle les work packages, un travail qui est dédié à l'utilisation de l'IA pour permettre de correctement caractériser les patients et de les traiter correctement aussi. Donc, dans le cadre de notre IHU, on va avoir tout un pan dédié à l'intelligence artificielle pour faire en sorte que l'activité de nos médecins à partir des bases de données existantes soit facilitée, que leur œil critique s'exprime sur les données existantes pour, in fine, produire, on l'espère, des résultats qui seront probants pour soit le diagnostic, soit le traitement, soit le suivi, soit alors la recherche, ou les quatre en même temps, au bénéfice des patients. Merci beaucoup. Monsieur, nous vous écoutons. Oui, merci de me donner la parole. Merci, monsieur le maire, pour votre intervention sur la vue globale, la concurrence sur les ingénieurs. J'ai très apprécié. Maintenant, l'IA, moi, je pense qu'elle existe déjà. Je vais faire un cas, elle existe déjà. Maintenant, il faut se la réapproprier. Bon, je vais parler de mon cas, infarctus. Tranquille, ça se passe bien. On est quand même dans la plus belle ville au niveau qualité. Et ça, les gens, faut le répéter des fois. Et infarctus, mais on ne se pose pas, on soigne la personne, le sujet. Et vous avez un Gus comme moi avec sa tablette qui pose la question, fatigue, mauvaise récupération, mauvais sommeil. Et là, Google, hélas, répond apnée du sommeil. Et donc vous participez et vous dites au cardiologue, mais il faudrait peut-être pas un peu creuser, voilà. Et en fait, réponse, on n'y a pas pensé. 1 heure après, vous avez l'appareil pour vous enregistrer, voilà. Mais tout ça, vous voyez, on peut le louper parce que les cardiologues, ils sont sous terre. Ils ont, comment dire, quand on a trop d'informations, on ne peut plus avoir la finesse. Et en fait, l'IA, pour moi, c'est pourquoi je suis très intéressé par ça,
elle peut sauver, et elle peut aider, en fait, dans la collaboration. Et en fait, rien qu'avec cette phrase, on n'y a pas pensé. Faut pas leur jeter le grief, hein, c'est pas des robots, les gens. Mais tout de suite, c'est ça. Et l'origine majeure de ça, c'était les apnées du sommeil. Très bien. Donc l'IA est déjà là. Merci. Merci à nous beaucoup. qui vous remercions. On a compris le sens de votre intervention. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite apporter une réponse rapide ou une réaction plus exactement. La pertinence de Google est pas mauvaise du tout. On est au-delà de 80% de pertinence. Si vous rentrez aux symptômes dans Google, 4 fois sur 5, il vous sort le diagnostic. C'est très bon à l'heure actuelle. Et c'est juste Google, hein, on est encore sur le balbutiement. Donc oui, bien sûr. Après, alors, tant pis, il y a peut-être des cardiologues dans la salle, pardon, vous avez parlé d'un cardiologue. Le cardiologue, c'est le cœur, vous savez, c'est la spécialité qui est monothématique. Voilà, donc... Non, ils peuvent être sous l'eau, surtout, et pas sous terre, parce que sous terre, c'est plus embêtant quand même. On prend une dernière question, mais alors vraiment très très rapide, en 30 secondes pour la question et la réponse. On vous écoute, madame. Bonjour, je souhaiterais savoir si on peut imaginer que dans le futur loin, l'IA pourra remplacer, pas forcément un médecin, mais pourra poser un diagnostic et pourra aussi à ce moment-là rédiger une ordonnance. Quel sera le rôle du médecin à ce moment-là? Merci beaucoup. Peut-être le radiologue d'ailleurs. Si la question qui tue, vous avez 4 heures. Anne. Eh bien, vous avez 10 secondes. Si c'est ça, on sera passé à côté du défi. Aujourd'hui, l'enjeu, vous l'avez entendu plusieurs fois dans mon propos, c'est le médecin augmenté. C'est-à-dire que le médecin est avec lui toute la puissance de l'IA pour lui permettre de faire avec son esprit critique, avec ses connaissances, encore mieux et encore plus loin. A contrario, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Bien sûr que l'IA va transformer les modes de travail. Bien sûr qu'il va falloir que l'on évolue. Tout à l'heure, on parlait de la formation initiale. La formation continue et l'employabilité des personnes va être cruciale. À Montpellier, on a créé en janvier l'école de la transformation hospitalière. C'est ce lien de confiance qui va permettre à nos professionnels de se dire l'IA au CHU, elle va rentrer, elle va bouger certaines lignes, bouger certains métiers, mais on ne laissera personne au bord du chemin. Et dans l'école de la transformation hospitalière, on permettra à chacun de travailler son employabilité pour rester dans nos murs. Formidable. Merci infiniment. Beaucoup, on peut les applaudir tous les trois. Bravo. Mickaël Delafosse, Anne Ferrer, Vincent Boone. Et donc, on se retrouve... la suite bientôt. Bien sûr, on se retrouve donc dans quelques minutes pour notre prochaine conférence, donc de la lumière dans le cerveau. Donc, vous allez voir les promesses et les espoirs que cela évoque. Donc, surtout, on se retrouve dans quelques minutes. Merci à vous tous.